En 1946, au fond d'une forêt du Massif central, un garde forestier a vu une ampoule s'allumer, une vraie lumière, jaune et stable, comme dans une cuisine, là où il n'y avait ni village, ni ligne électrique, ni route, juste des sapins noirs, des rochers humides et un ruisseau qui dévalait entre les fougères. Quand il me l'a raconté, j'ai d'abord cru à une exagération de bistrot. Après la guerre, tout le monde avait une histoire. Un parachutage vu de ses propres yeux, un officier allemand qui parlait comme un curé, un trésor enterré sous le tilleul. Mais lui ne parlait pas comme ça. Il s'appelait Antoine Rigal, garde forestier depuis avant l'armistice. Un homme qui comptait les troncs, comme d'autres comptent les jours. Et il m'a dit cette phrase, très simplement, comme on annonce un accident. J'ai entendu l'eau travailler. À l'époque, j'étais jeune archiviste détaché à Clermont-Ferrand, chargé de rassembler des dossiers sur les dégâts de guerre dans les forêts domaniales. Coupes sauvages, caches de munitions, mines oubliées, cabanes brûlées. On appelait ça une mise au clair. En réalité, c'était surtout une façon de remettre de l'ordre dans un pays qui avait vécu 4 ans à chuchoter. Ce matin-là, on était 4 à partir, avec Rigal. Il y avait aussi Marcel, un ancien du maquis, pas très bavard, qui marchait toujours un peu en biais, comme s'il évitait encore des balles. Un électricien démobilisé, Louis Chabannes, qui avait gardé ses mains de métier, des doigts tachés, précis, impatients. Et puis, une femme du coin, Hélène Vidal, qui connaissait les chemins que les cartes ne montrent pas. Elle avait accepté de nous guider contre 2 pains de savon et une promesse. On ne dira pas mon nom à la gendarmerie. Même en 1946, cette phrase avait un poids. On a quitté la piste carrossable près d'une ancienne ferme aux murs crevassés, avec une grange dont la charpente avait noirci. Le Massif central, en octobre, c'est une odeur de résine froide et de terre mouillée. Le ciel est bas et les sons portent-miques loin. Rigal avançait en tête, son bâton frappant les pierres, et de temps en temps, il s'arrêtait, la tête penchée, comme s'il écoutait une conversation. « Vous entendez » a-t-il demandé. Au début, je n'entendais rien d'autre que le ruisseau. Puis, en tendant l'oreille, j'ai perçu quelque chose de plus régulier, pas un bruit de nature, un frottement, un ronronnement étouffé, intermittent, comme une roue qui tourne sous une couverture. Louis a levé les yeux, soudain très sérieux. Ça, c'est pas le vent. Hélène, elle, s'est figée. Elle a regardé autour d'elle, pas vers le sol, mais vers les arbres, comme si quelqu'un pouvait nous observer depuis les branches. On n'est pas censé venir ici, a-t-elle murmuré. Et ce censé m'a glacé. Censé par qui? Par les Allemands, c'était fini. Par les maquisards, ils étaient rentrés. Par qui restait-il des interdits? On a continué hors sentier, à travers une pente où les aiguilles de pin rendaient de le sol glissant. Et là, j'ai vu les premiers signes. Pas des traces de pas, non. Des traces de travail. Une pierre déplacée. Une rigole trop droite pour être naturelle. Des branches coupées trop nettes, pas cassées. Et surtout, une odeur d'huile rance, de métal chauffé, qui n'avait rien à faire au milieu des champignons. Rigal a écarté des ronces et a montré du doigt un talus. À première vue, c'était juste un monticule couvert de mousse avec des racines qui le tenaient là comme des doigts. Mais en s'approchant, on distinguait une ligne, une jointure, une trappe. Pas une porte de cabane, non. Une trappe presque au ras du sol, camouflée sous des plaques de bois et de terre, avec des feuilles collées dessus, comme si quelqu'un les avait posées une à une. Marcel a soufflé, sans sourire. Ça, c'est du sérieux. Louis s'est accroupi. Il a passé la main sur le bord, a trouvé un petit anneau métallique et a tiré. La trappe a résisté, puis a cédé avec un bruit sourd, amorti, comme si on avait prévu qu'elle ne claque jamais. Et une bouffée d'air nous a frappé au visage. Un air sec, chargé de poussière fine,
et de cette odeur d'atelier qu'on reconnaît même les yeux fermés. On a allumé nos lampes. Un escalier de fortune descendait dans la terre, renforcé par des planches. Sur ces planches, il y avait des chiffres au crayon, soigneusement alignés. Pas le genre de détail qu'on trouve dans une cache improvisée. Quelqu'un avait construit ça comme on monte une machine, avec méthode. En bas, la pièce était basse, semi-enterrée, et étonnamment propre. Pas de toile d'araignée partout, pas de désordre. Sur un mur, des étagères. Sur une table, des outils rangés par taille. Et au fond, dans un renfoncement, une installation qui m'a fait oublier le froid. Des câbles, des batteries au plomb, lourdes, alignées comme des briques. Un tableau rudimentaire avec des interrupteurs récupérés, des fusibles, des isolateurs en porcelaine. Et surtout, un conduit d'eau qui traversait la paroi, disparaissait dans la terre et revenait vers l'extérieur. On entendait l'eau passer dedans, pas comme un ruisseau libre, mais comme une eau contrainte, canalisée, forcée de travailler. Louis s'est approché, fasciné. Il a touché un câble, a suivi du regard jusqu'à une sorte de dynamo bricolé. « Mon Dieu !» a-t-il soufflé. « Ils ont fait une microcentrale. »« Qui, ils ?» ai-je demandé, mais personne n'a répondu. Marcel a pointé du menton un coin de la pièce. Là, il y avait une ampoule suspendue, protégée par une grille. Une ampoule ordinaire, comme on en voit dans les couloirs. Et juste en dessous, un interrupteur. Rigal a hésité. On aurait dit qu'il demandait la permission à la forêt. Puis, il a appuyé. La lumière s'est allumée. Pas un éclair vacillant, pas une lueur mourante. Une lumière pleine, stable, qui a rempli la pièce d'un jaune doux. Et pendant une seconde, on était restés immobiles, comme si on venait d'entendre une voix. Je me souviens du silence après. Un silence étrange, parce que la lumière, elle, faisait du bruit dans la tête. Elle disait « Quelqu'un a vécu ici, quelqu'un a travaillé ici, et pas une nuit, pas deux. Assez longtemps pour que tout soit pensé, amorti, isolé. Car il y avait autre chose. Des bandes de feutre clouées sur les montants, des cales en caoutchouc sous certains appareils, des chiffons roulés dans les interstices, un système entier pour étouffer les vibrations, comme si le moindre cliquetis pouvait tuer. Hélène a reculé d'un pas. « Éteignez !» a-t-elle dit, trop vite. « Éteignez, je vous en supplie !» Louis, lui, ne pouvait pas s'empêcher de regarder partout. Il a ouvert une caisse. À l'intérieur, des pièces récupérées, une chaîne de vélo, des pignons, des bouts de cuivre soigneusement dénudés, des vis de tailles différentes, des morceaux de rails étroits, peut-être pris sur une voie de chantier. Rien n'était neuf. Tout était détourné. Et pourtant, l'ensemble avait une logique presque élégante. Je me suis approché de la table. Il y avait des feuilles de plier, des schémas tracés à l'encre, des calculs. Une écriture fine, nerveuse. Pas un nom, pas une signature, juste des lignes, des flèches, des chiffres. Comme si l'auteur avait voulu disparaître derrière son travail. Marcel a fouillé un autre coin, près d'un coffre en bois. Il a soulevé le couvercle et a sorti un objet enveloppé dans une toile cirée. Il l'a posé sur la table, a défait le tissu. Un poste radio. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Le châssis était là, les supports de lampe, quelques bobines, un manipulateur morse. Mais il manquait des pièces essentielles. Les lampes avaient été retirées. Certains composants arrachés proprement, pas cassés. Démontés. Comme si quelqu'un avait eu le temps. Comme si quelqu'un avait su exactement quoi enlever pour que ça ne parle plus jamais. Louis a passé un doigt sur une soudure. « C'est du travail propre », a-t-il dit. Pas un bricolage de gamin. Celui qui a fait ça, il savait. Je me suis surpris à chuchoter, moi aussi. Pourquoi démonter si la guerre est finie? Personne n'a répondu. Mais Hélène a serré les bras contre elle, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui n'était pas seulement de la peur. C'était de la fatigue.
la fatigue de quelqu'un qui a porté un secret trop longtemps. Rigal, lui, a continué à inspecter la pièce avec une lenteur méthodique. Il a tapoté une planche du plancher. Le son n'était pas le même. Il a se glissé son couteau dans une fente, a fait levier. La planche s'est soulevée, révélant une cavité. À l'intérieur, une boîte métallique étanche, comme celle qu'on utilise pour les biscuits, mais plus épaisse, plus sérieuse. Elle était enveloppée dans une toile huilée. Marcel l'a prise, l'a posée sur la table. On a tous regardé cette boîte comme on regarde une grenade. « On l'ouvre » ai-je demandé. Marcel a chaussé les épaules. On est déjà dedans. Le couvercle a résisté, puis a cédé avec un petit soupir. À l'intérieur, un carnet. Pas grand. Couverture noire. Les pages étaient jaunes et gonflées dartées par l'humidité, mais l'encre avait tenu. Et dès la première ligne, j'ai compris que ce n'était pas un journal intime. Des colonnes, des suites de lettres et de chiffres, des heures, des mots tronqués, des signes qui ressemblaient à des indicatifs. Et entre deux pages de code, des phrases courtes comme des rappels, silence total après 22 heures. Ne jamais laisser la lampe visible, changer la prise d'eau si gèle. Je tournais les pages avec précaution, et plus j'avançais, plus je sentais une présence, pas un fantôme, un esprit, une manière de penser, une obsession de l'ordre au milieu du chaos. Puis je suis tombé sur une page différente, moins de chiffres, une phrase écrite plus fort, comme si la main avait tremblé. 13 août 1943, si. La phrase s'arrêtait là, comme coupée. Et juste en dessous, un mot. Un nom peut-être. Quelque chose qui ressemblait à un village. 5, 6 lettres. Je l'ai lu une première fois, puis une deuxième, pour être sûr. Et j'ai vu qu'il avait été barré. Pas une fois, 3 fois. Avec une rage froide, au point de déchirer presque le papier. Je me suis tourné vers Hélène. « Ça vous dit quelque chose ?» Elle a pâli. Elle a regardé le carnet, puis la trappe au-dessus de nous, comme si elle s'attendait à entendre des pas. « Ne le lisez pas à voix haute », a-t-elle soufflé. Pourquoi barrer un village si ce lieu devait rester secret à tout prix? Pourquoi effacer un nom si la personne qui écrivait était déjà cachée au bout du monde? Et surtout, qui avait eu assez de temps, en pleine occupation, pour construire une centrale, une batterie, un atelier et un poste radio, ici, sous les sapins, sans que personne ne le voie? Je me souviens avoir éteint l'ampoule. La pièce est redevenue celle d'un terrier, d'un ventre de terre. Mais l'idée, elle, restait allumée dans ma tête. En remontant, l'air froid m'a frappé comme une gifle. La forêt était la même, indifférente. Pourtant, j'avais l'impression que tout avait changé, comme si, depuis des années, quelque chose respirait sous nos pieds. Et sur le chemin du retour, Marcel a dit, presque pour lui-même, « S'il a barré le village, c'est qu'il l'a condamné, ou qu'il a essayé de le sauver. » Je l'ai regardé. « De quoi vous parlez ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste accéléré, comme si la pente devenait dangereuse. Puis, il a lâché une phrase qui m'a suivi jusqu'à la nuit. En 43, un signal peut sauver des hommes, et le même signal peut faire brûler une vallée. Alors je vous pose la question, celle qui m'a empêché de dormir après cette journée. Si quelqu'un a construit cette lumière pour transmettre, pour aider, pour résister, pourquoi a-t-il pris la peine de démonter la radio et de rayer un village jusqu'à trouer le papier? Qu'est-ce qui s'est passé exactement le 13 août 1943? Le plus étrange, ce n'était pas la machine, c'était le fait que, dans les villages autour, tout le monde savait, et personne ne voulait en parler. On est redescendu avant la tombée du jour, avec cette sensation absurde d'avoir laissé quelque chose de vivant derrière nous, sous la mousse et les racines. La trappe refermée, la forêt avait repris son visage innocent. Mais moi, je n'arrêtais pas d'entendre dans ma tête ce ronronnement étouffé, l'eau qui travaille, comme si quelqu'un, quelque part,
continuait à pédaler dans l'ombre. Le bourg le plus proche s'appelait Saint-Martin-des-Fossés. 3 rues, une église, une mairie aux volets écaillés, et un café qui sentait le marc froid et la fumée de tabac gris. En 1946, on disait que la guerre était finie, mais ici, on la voyait encore dans les gestes. Les gens parlaient au bas, se retournaient avant de finir une phrase, et quand une voiture passait, même une camionnette de livraison, les têtes se levèrent comme au passage d'une patrouille. Hélène nous a fait promettre une 2e fois, devant la fontaine, qu'on ne dirait pas son nom. Elle a étiré sur son foulard, comme si le tissu pouvait la rendre invisible. « Vous comprenez pas », a-t-elle dit. « Les papiers changent, mais les gens restent. » À la mairie, le secrétaire a d'abord fait semblant de ne pas nous entendre. Un petit homme avec des lunettes rondes, les doigts tachés d'encre, qui classait des formulaires comme on empile des briques pour se protéger. Quand j'ai montré mon ordre de mission, il a hoché la tête, poli, puis il a demandé, sans lever les yeux, « Vous cherchez des mines, des obus ?»« On cherche une installation, » ai-je répondu. « Dans la forêt, une cabane enterrée. » Son stylo s'est arrêté une fraction de seconde. Pas longtemps, juste assez pour que je le voie. Il a repris, trop vite. « Ah, ça, on raconte beaucoup de choses. »« Qu'est-ce qu'on raconte ?» a demandé Louis, qui n'avait pas la patience des bureaux. Le secrétaire a haussé les épaules. « Des histoires de guerre. Vous savez, les gens ont besoin d'expliquer. » Et c'est là que j'ai compris qu'on n'obtiendrait rien avec des tampons. Il fallait écouter ailleurs, là où les langues se délient, malgré elles. Au café, Marcel n'a pas commandé tout de suite. Il s'est contenté de s'asseoir près du mur, dos à la salle, comme il avait appris à le faire. Le patron, un homme large avec une moustache jaunie, nous a servi sans poser de questions. Mais ses yeux, eux, posaient toutes les questions du monde. Je me suis penché vers lui. On a trouvé quelque chose dans les bois. Une lumière, une machine. Il a essuyé un verre, lentement. Une lumière, hein? Vous saviez? Il a soufflé par le nez, un rire sans joie. Ici on sait tout, on fait juste semblant de pas savoir. À la table d'à côté, un vieux a craché dans sa main, puis a lâché, comme une évidence. C'était les Boches. Le mot est tombé lourd, et tout le monde a fait comme s'il n'avait pas été prononcé. Les Allemands? Ai-je répété. Le vieux a hoché la tête. Un truc secret. Ils faisaient des expériences. Ils ont tout planqué en partant. Louis a eu un petit rire sec. Des expériences avec une chaîne de vélo et des fusibles récupérés? Vous avez vu l'intérieur? Le vieux a plissé les yeux. Moi, j'ai rien vu, et c'est mieux comme ça. Une femme ch'tisse près du comptoir a murmuré. C'était le maquis. Elle n'a pas dit ça avec fierté, plutôt avec une prudence douloureuse, comme si le mot pouvait encore attirer des coups. Marcel a tourné la tête vers elle. Quel maquis! Elle a serré les lèvres. Celui d'ici, celui qui a disparu. Et puis, il y a eu la 3e version, celle qui sert à fermer les bouches. Un jeune, la vingtaine, trop propre pour être du coin, a lancé en ricanant « Vous vous fatiguez pour rien, c'était un fou, un ermite, un de ces types qui parlent aux arbres. » Le patron l'a regardé d'un air mauvais. « Tais-toi, toi. » Le jeune a soissé les épaules, mais il a baissé la voix, comme tout le monde. Je me suis rendu compte que chaque version avait une fonction. Les Allemands, c'était la peur qui déplace la faute. Le maquis, c'était la fierté qui se protège. Le fou, c'était le couvercle. Et sous le couvercle, il y avait quelque chose qui brûlait encore. On est sorti du café avec plus de questions que de réponses. Sur la place, un camion passait, chargé de bois. Le moteur toussait. L'odeur de gasoil m'a ramené à une autre odeur, celle de l'huile rance, dans la cabane. Et je me suis demandé, qui, en 43, avait assez d'huile pour graisser une turbine? Qui avait assez de temps pour numéroter des planches? C'est Louis qui a fait le premier lien. On marchait vers la petite gare, une halte avec un quai bas, quand il s'est arrêté net.
Le manipulateur Morse, a-t-il dit. Quoi? Le modèle, la façon dont il les a fixés. Et les bobines. Ce montage-là, je l'ai déjà vu. Pas dans l'armée, dans un atelier civil. Un gars qui a appris proprement. Un ingénieur, pas un bricoleur. Marcel a grogné. Des ingénieurs, il y en avait partout. Louis a secoué la tête. Pas ceux qui savent ne faire ça avec rien. Et surtout, pas ceux qui savent n'a le rendre silencieux. Le feutre, les amortisseurs. C'est quelqu'un qui a déjà eu peur du bruit. Quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être repéré. Hélène, qui jusque-là nous suivait à distance, a fini par parler. Sa voix était presque inaudible. Il y en avait un, a-t-elle dit. Un qui savait. On s'est tous tournés vers elle. Elle a regardé ses chaussures. On disait qu'il venait de la ville, qu'il avait travaillé, je sais pas, au chemin de fer, ou dans une usine. Il réparait des postes. Il avait des mains, pas comme les autres, des mains qui font attention. Son nom? Ai-je demandé doucement. Elle a hésité, et ce n'était pas une hésitation de mémoire, c'était une hésitation de survie. On l'appelait pas par son nom, a-t-elle fini par dire. On disait l'ingénieur, comme si le nom, c'était déjà trop. Le lendemain, j'ai demandé à consulter les registres, pas ceux de la mairie, ceux qu'on garde dans une armoire fermée, derrière une porte qui grince, et qu'on ouvre seulement quand on n'a plus le choix. Les listes de réquisitions, les convocations, les rapports de gendarmerie pendant l'occupation. Le secrétaire a pâli quand j'ai prononcé 1942. Il a fait mine de chercher une clé, puis il a dit qu'il ne l'avait pas. Mensonge. Je l'ai vu à ses doigts. Il savait exactement où elle était. C'est Marcel qui a débloqué la situation. Il a posé sa main sur le bureau, pas violemment, mais avec une autorité qui ne venait pas d'un papier. « Écoutez, a-t-il dit, on n'est plus en 43. On n'est pas là pour faire tomber des têtes. On était là pour comprendre ce qui a été fait dans nos bois. Et si vous continuez à faire le sourd, c'est vous qui allez avoir des ennuis. Parce que si c'est une cache de munitions et qu'un gamin saute dessus, vous expliquerez ça à sa mère. » Le secrétaire a avalé sa salive. Il a fini par ouvrir l'armoire. Dans un dossier jauni, j'ai trouvé une feuille avec un tampon de la Feldgendarmerie et une note en français écrite à la machine. Un nom apparaissait, net comme une gifle. Étienne Vautrin. Profession, ingénieur radio-électricien. Motif, soupçon de sabotage et écoute illégale. Date, novembre 1942. À côté, une mention, transféré. Et puis, plus rien. Pas de destination, pas de retour, pas de décès. Juste un vide administratif, ce genre de vide qui avale les gens. Vautrin, a murmuré Hélène derrière moi. Elle avait suivi, malgré sa peur. C'est lui. Vous le connaissiez? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Je l'ai vu une fois, une seule. Il avait une règle à calcul, vous savez? Un truc en bois, avec des chiffres. Il la sortait comme d'autres sortent un chapelet. Une règle à calcul. Cette image s'est plantée dans mon esprit. Et soudain, la cabane sous les sapins n'était plus seulement une installation. C'était peut-être la continuation d'une vie qu'on avait essayé d'effacer. On était remonté au site l'après-midi même, comme si on avait peur que la forêt referme la bouche. Le ciel était plus clair, mais le froid mordait. La trappe a grincé à peine, et j'ai eu l'impression de rentrer dans une pièce où quelqu'un venait de sortir. Louis a inspecté les câbles, les batteries. « Regardez, a-t-il dit, les connexions sont encore propres, ça a été entretenu, pas jusqu'à hier, mais pas abandonné en 44 non plus. Quelqu'un a pris si soin de ça. » Marcel, lui, fouillait sans bruit. Il avait cette manière de déplacer les objets comme s'il craignait de réveiller une mine. Il a soulevé une planche près de la table, là où je n'avais pas regardé. Et il a trouvé une deuxième cavité, plus petite, mieux dissimulée. À l'intérieur, des pièces de rechange enveloppées dans du tissu, un petit sachet de vis, une bobine de fil de cuivre et une photo froissée. Une photo en noir et blanc, prise devant une maison.
On y voyait un homme maigre, en chemise qui ne souriait pas. À côté de lui, une femme et 2 enfants. Les enfants avaient les genoux sales, comme tous les enfants. La femme tenait un panier. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, cette photo m'a serré la gorge, parce qu'elle disait « Il avait une vie ». Il n'était pas né dans la forêt. Il y avait aussi un ticket de rationnement, plié en 4, avec un tampon de 1943. Et un petit objet qui a fait sursauter Hélène. Une médaille de baptême, minuscule, avec un prénom gravé. Lucie. Pourquoi garder ça ici? Ai-je murmuré. Louis a pris le carnet de code, celui de la boîte métallique, et il a tourné les pages le plus lentement, comme si maintenant, il savait quoi chercher. Et il a trouvé. Entre 2 colonnes de d'horaires et d'indicatifs, il y avait des notes qui n'avaient rien de technique. Des phrases courtes, écrites à la hâte, parfois juste un mot. Pluie. Route impraticable. Patrouille à bicyclette, 2 hommes, chien. Ne pas venir avec les petits. Et puis, plus loin, des prénoms. Pas des noms de code, des prénoms d'enfants, alignés comme une liste qu'on récite pour ne pas oublier. Lucie, René, Paul, Jeanne. À côté des dates, et parfois, un mot, vu. Pas venu. Malade. Je me suis assis sur le banc, sans m'en rendre compte. La cabane s'est mise à tourner autour de moi, pas physiquement, mais moralement. Ce n'était pas seulement un atelier clandestin, c'était une ligne de vie, un endroit où on avait fait passer des choses qui ne se voient pas, des messages, des charges de batterie, peut-être du lait, peut-être un enfant qu'on cache une nuit. Et si c'était ça, alors le village barré 3 fois, ce n'était pas un caprice, c'était une condamnation ou une protection. Marcel a pris la photo, l'a regardée longtemps. « Vautrin », a-t-il dit enfin, comme s'il goûtait le nom. Je l'ai entendu, ce nom, en 43. On disait qu'il était mort, qu'il avait été transféré. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi pour vous? Ai-je demandé. Il alla lever les yeux vers la trappe, vers la forêt au-dessus. Ça veut dire qu'on voulait que personne ne pose de questions. On a refermé la cache, et c'est là que Louis a remarqué autre chose. Sur le dessous d'une planche, il y avait un trait de crayon, presque effacé, et un petit symbole, un cercle traversé d'une ligne comme un signe de repère. À côté, une flèche, et une distance, notée en mètres. « C'est une carte », a dit Louis, la voix basse, « ou un itinéraire. » Marcel a pris la lampe, a éclairé mieux. « Ça mène où ?» Louis a suivi la flèche du doigt, comme s'il lisait une partition. « À une clairière, pas loin. 200 mètres, peut-être. Et regardez, ce symbole, là, c'est pas un arbre, c'est, je sais pas, un point de rendez-vous. » Hélène a reculé. « Non, a-t-elle soufflé. Pas la clairière. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. Elle a serré les dents. « Parce que c'est là qu'on attendait. Et quand on attend, on meurt. » On est sorti de la cabane avec une prudence nouvelle. Le jour baissait déjà, et la forêt prenait cette couleur bleue qui avale les distances. On a suivi la direction indiquée, en comptant nos pas, en évitant de casser des branches. Marcel avançait en premier, comme s'il retrouvait un vieux réflexe. Louis venait derrière, la lampe prête. Et moi, je tenais le carnet contre ma poitrine, comme si c'était un animal fragile. La clairière était plus petite que je l'imaginais. Un trou dans les sapins, un tapis d'herbe rase, et au centre, une pierre plate, comme une table naturelle. Sur cette pierre, il y avait des traces noires. Marcel s'est accroupi. Il a passé le doigt sur la suie. Il l'a portée à son nez. « Cendre, » a-t-il dit. « Vieille » ai-je demandé. Il a regardé autour, puis il a secoué la tête, très lentement. Pas si vieille. Et là, j'ai vu ce que je n'avais pas voulu voir. Près d'un tronc, dans la terre humide. Une empreinte. Pas une empreinte de sabot, pas une trace de renard, une semelle, avec un dessin net, moderne, pas celui des vieux brodequins de guerre. Quelqu'un était venu ici, récemment, après 45.
Louis a murmuré. On n'est pas seul à chercher. Hélène a porté la main à sa bouche, comme pour retenir un cri. Je vous l'avais dit, les gens restent. Je me suis tourné sur moi-même, essayant de percer les arbres. Rien. Juste le vent qui passait, et ce silence qui, soudain, n'était plus paisible. Un silence qui écoute. Alors je vous pose la question qui m'a glacé à cet instant, au milieu de cette clairière. Si cette installation était un secret de guerre, si son auteur a disparu en 42, si la radio a été démontée avec soin, qui revient, maintenant, en 1946, rallumer les traces? Et surtout, qu'est-ce qu'il cherche? Un homme? Ou une preuve? Si vous voulez comprendre ce qu'on a trouvé sous ces sapins, il faut faire un effort presque cruel. Oublier 1946, oublier nos papiers, nos lampes électriques, nos certitudes, et revenir à une année où la France avait peur du bruit d'une porte. 1943. Un homme seul, traqué, avec presque rien. Et pourtant, quelque part dans le Massif central, il a réussi à fabriquer de la lumière. Pas une métaphore, une ampoule, une vraie. Et derrière cette ampoule, une décision qui pouvait brûler un village entier. Je n'ai pas connu Étienne Vautrin. Je n'ai que des traces, un dossier troué, une photo froissée, un ticket de rationnement, et ce carnet où les chiffres se mélangent aux prénoms d'enfants. Mais plus je recoupais, plus je voyais sa silhouette se dessiner, comme un visage qui apparaît dans la buée d'une vitre. Avant la forêt, il y avait la ville, pas Paris. Une ville moyenne, avec une gare, des ateliers, des rails qui grincent, et des hommes qui sentent le métal. On m'a parlé d'un Étienne qui travaillait près des trains, ce qui, en 1941, voulait dire 1000 choses. Maintenance, signalisation, réparation sous réquisition, bricolages imposés par l'occupant. On m'a dit qu'il avait cette manie de tout mesurer, même une planche, même une distance entre deux clous, qu'il gardait sa règle à calcul comme d'autres gardent une photo dans la poche intérieure. Et puis, il y a eu les petites choses, celles qui ne font pas de bruit, mais qui vous condamnent. Réparer un poste pour un voisin qui aime la musique. Remplacer une lampe de TSF. Expliquer à voix basse comment ne pas se faire repérer quand on écoute Londres. Un jour, il aurait falsifié une pièce, une simple pièce de métal, pour qu'une machine réquisitionnée tombe en panne au bon moment. Pas pour gagner la guerre, à lui tout seul, pour retarder, pour gripper, pour donner une chance. En 1942, ça ne pardonnait plus. Les rafles, les convocations, les dénonciations qui partaient d'île et d'un comptoir de café comme un crachat. La feldgendarmerie n'avait pas besoin de preuves à le parfaite. Elle avait besoin d'exemples. Je me représente la scène parce qu'on me l'a décrite 3 fois, avec 3 versions, et que les 3 se ressemblent sur un point. Le silence après. Une porte qui claque. Des bottes sur des marches. Une femme qui reste figée avec un torchon dans les mains. Étienne emmené pour vérification. Et ce mot, transféré, qui apparaît ensuite sur le papier comme une pierre tombale sans date. Sauf qu'il n'est pas mort. Pas tout de suite. La première piste, c'est un cheminot. Un de ces hommes qui, pendant l'occupation, savait l'idôme sans jamais le dire. Marcel, lui, a simplement lâché un soir en regardant le fond de son verre. Un convoi, ça peut perdre quelqu'un, s'il y a du monde pour le ramasser. Un convoi, novembre 42. Des wagons qui sentent la paille humide et l'urine, des hommes chics serrés, des mains attachées d'eau trop fort. Et puis, quelque part entre 2 haltes, une alerte, un bombardement au loin, ou une panne, ou un simple arrêt non prévu. La confusion. Une porte qu'on ouvre, un cri en allemand. Et dans ce chaos, un corps qui glisse, qui tombe dans un fossé, qui roule dans des ronces. Est-ce qu'il a sauté? Est-ce qu'on l'a poussé? Est-ce qu'on l'a laissé tomber parce que quelqu'un, dans l'ombre, avait décidé qu'il devait disparaître autrement que sur un registre? Je n'ai pas la réponse, mais j'ai mieux, j'ai la suite, parce qu'un homme qui s'évade ne devient pas un héros.
Il devient un animal. Il devient une respiration qu'on retient. Il devient une faim qui fait mal. Et surtout, il devient un bruit qu'on apprend à effacer. Dans le Massif central, l'hiver ne vous tue pas d'un coup, il vous use. La neige n'est pas toujours épaisse, mais l'humidité vous rentre dans les os. Les chemins deviennent des pièges de boue. Les sapins gardent de l'eau comme des éponges. Et la nuit, quand le vent passe dans les branches, on dirait parfois des voix. Étienne a dû marcher sans route, en évitant les fermes, parce qu'une ferme, c'est une cheminée. Et une cheminée, c'est une question, qui êtes-vous? Et en 43, une question pouvait être une condamnation. Il a fini par tomber sur ceux qui savaient Zma va se taire. Pas un grand maquis romantique avec des chants, un réseau de petites mains, une femme qui laisse une miche de pain derrière un muret, un gamin qui siffle 2 notes si la route est l'idole et libre, un homme qui ne dit pas son nom, mais qui vous montre un sentier, et là, on pourrait croire qu'il a pris un fusil, qu'il est devenu un des leurs. Mais c'est là que l'histoire bifurque, et que je comprends mieux la cabane enterrée. On m'a de raconter qu'il a refusé l'arme, pas par lâcheté, par lucidité. Je ne suis pas un homme de tir, aurait-il dit. Je suis un homme de courant. Et dans une guerre où tout le monde manquait de tout, un homme capable de fabriquer du courant, c'était presque plus dangereux qu'un homme armé, parce que le courant, ça fait parler, ça fait vivre, ça fait transmettre. Le maquis local, celui dont la femme du café avait de murmurer le nom sans le dire, avait un problème. Il pouvait de se cacher, oui, il pouvait d'en frapper, parfois, mais il ne pouvait n'y pas tenir, pas sans liaison, pas sans radio. Et une radio, en 1943, c'était une lampe allumée dans la nuit pour ceux qui savent regarder. Les Allemands avaient monté des camions de radiogoniométrie, des antennes, des hommes qui écoutèrent le ciel. Une émission trop longue, et vous étiez un point sur une carte, une émission répétée, et vous étiez une cible. Alors Étienne a proposé quelque chose d'insensé, ne pas seulement cacher une radio, mais lui donner une énergie stable, silencieuse, autonome. Une énergie qui ne dépend pas d'un groupe qui doit pédaler, ni d'une batterie qu'on ne peut pas recharger, ni d'un générateur qui tousse comme un moteur de tracteur. Une microcentrale, dans un ravin, avec un ruisseau. Quand je repense à notre découverte, je revois les détails autrement. Le canal creusé proprement. Pas trop large, juste ce qu'il faut pour ne pas ralentir l'eau. La prise d'eau camouflée sous des pierres et des branches, comme un nid de feuilles. La turbine artisanale, pas belle, mais intelligente. Les amortisseurs en feutre, les supports d'eau qui boivent les vibrations. Tout ça, ce n'est pas du bricolage de dimanche. C'est un homme qui a compté les risques comme on compte les secondes avant une rafale. Mais comment il a fait, concrètement? Avec quoi? Avec la France de 43, la France des pénuries et des récupérations. Une dynamo de vélo volée ou troquée. Du cuivre arraché à des vieux moteurs, des isolants découpés dans des semelles, des boulons récupérés sur des rails secondaires, des batteries qu'on recharge la nuit et qu'on cache le jour. Et surtout, du temps. Un temps volé à la peur. Je l'imagine dans cette forêt, les mains gelées, en train de limer une pièce à la lumière d'une bougie, en s'arrêtant toutes les 30 secondes pour écouter. Est-ce un chevreuil? Est-ce un homme? Est-ce un chien? Parce qu'il y avait des patrouilles. Pas seulement des Allemands, des gendarmes, des miliciens, des types yeux du coin qui avaient hier retrouvé dans l'uniforme une façon d'être quelqu'un. Et ces gens-là connaissaient l'homme et les chemins. Ils connaissaient les clairières. Ils savaient où on peut se cacher. Alors Étienne a construit comme on construit une tombe, pour qu'on ne la trouve pas. Une trappe sous la mousse, une ventilation qui ressemble à un terrier. Un conduit d'eau qui se confond avec les racines. Et à l'intérieur, cette obsession du silence, même la table, même les planches numérotées, comme si chaque chose devait pouvoir être démontée vite, remise à sa place, effacée. Et la radio,
La radio n'était pas un objet. C'était une discipline. On ne transmet pas quand on veut. On transmet quand on doit. Quelques minutes. Toujours à des heures de qui changent. Toujours avec des codes. Et quand on transmet, on ne pense pas à la phrase qu'on envoie. On pense à la route, au camion, à l'antenne qui tourne quelque part, à l'oreille qui cherche. Dans le carnet, entre deux colonnes d'indicatifs, j'ai fini par comprendre une notation qui m'avait échappé. Ce n'était pas seulement des horaires, c'était des fenêtres, des ouvertures, de 2, 3 minutes. Et à côté, parfois, un mot sec, trop long, comme une remontrance qu'il se faisait à lui-même. Et puis, il y a ce qui m'a retourné, le vrai pivot, celui qui transforme un ingénieur clandestin en homme brisé. Je croyais qu'il construisait pour la résistance, au sens large, abstrait, pour la France, pour l'histoire. C'est ce qu'on aime raconter après, quand on veut que tout ait un sens. Mais dans une page, coincée entre une note sur la météo et une mention de patrouille à bicyclette, il y avait une phrase qui n'était pas un code, une phrase simple, presque intime, écrite plus lentement que le reste, comme si la main avait tremblé. Le 14, à la première fenêtre. Promis. Promis à qui? La photo froissée, la médaille, Lucie, les prénoms d'enfants. Tout s'est aligné. Étienne ne construisait pas seulement une machine, il construisait une date, il construisait une promesse de message. Peut-être à sa femme, peut-être à quelqu'un qu'on cachait, peut-être à un enfant qu'il n'avait pas revu. Dans une France où les gens disparaissaient au centombe, un message, même bref, pouvait être la seule preuve qu'on existait encore. Et c'est là que la forêt devient plus étroite. Parce qu'une promesse, ça vous rend imprudent. 1943, une nuit. Pas une nuit de cinéma. Une nuit réelle, avec du givre sur les branches et une odeur de terre froide. Étienne descend dans la cabane. Il ferme la trappe. Il attend que le bruit du monde s'éloigne. Il vérifie les connexions. Il écoute le ruisseau, parce que le ruisseau, lui, ne ment pas. S'il coule, il y aura du courant. Il allume. Pas la lumière d'abord. La radio. Je sais comment ça se passe parce que Louis me l'a mimé, un soir, en 46, avec ses doigts sur une table, comme s'il avait encore la clé morse sous la main. D'abord, le souffle. Ensuite, les petits craquements. Et puis, parfois, une voix lointaine, ou plutôt une présence, un rythme, un monde qui répond. Cette nuit-là, Étienne capte quelque chose. Pas seulement un message attendu, un message qui parle d'une opération, d'un parachutage peut-être, d'un rendez-vous, d'un besoin urgent. Et dans ce message, il y a un détail qui le glace, une précision sur le secteur, une précision trop proche. Comme si, en répondant, il allait confirmer « Oui, c'est ici. Oui, vous avez raison de regarder ici. » Et là, je le vois vraiment. Pas comme un nom sur un dossier, mais comme un homme assis sur un tabouret, les épaules rentrées, le visage éclairé par une lueur faible. Dehors, la forêt. Au loin, une route. Peut-être un moteur, très loin, ou peut-être juste le vent. Et sur la table, la clé morse. Transmettre, c'est sauver des hommes maintenant. Des maquisards qui attendent dans des armes. Des pilotes cachés. Des gamins qu'on a fait passer de ferme en ferme. Transmettre, c'est tenir la promesse du 14. C'est dire « je suis vivant ». Mais transmettre, c'est aussi risquer de dessiner une cible. Et cette cible, ce n'est pas seulement lui. Ce sont les maisons en bas, Sainte-Martin-des-Fossés, les volets écaillés, le café qui sent le tabac gris, les gens qui parlent norba, les enfants dont les prénoms sont dans le carnet. Alors je vous pose la question qui, je crois, l'a empêché de respirer. Qu'est-ce qu'on protège quand on est seul avec une radio, une opération ou un village? Sa main se lève au-dessus de la clé. Il pourrait envoyer un signal court, rusé, incomplet. Il pourrait tenter de tromper, de décaler, de mentir. Il pourrait aussi ne rien envoyer.
Laissez passer la fenêtre. Laissez le monde croire qu'il n'y a personne ici. Et pendant une seconde, dans cette cabane enterrée, tout tient à un geste minuscule, un clic, un rythme, 3 points, 3 traits. La main reste suspendue. Et moi, en 1946, avec le carnet ouvert sur les genoux, je comprends soudain pourquoi quelqu'un est revenu après la guerre. Pourquoi il y avait des cendres tièdes dans la clairière. Pourquoi cette installation n'a pas été simplement abandonnée en 44. Parce que cette nuit-là, en 43, Étienne Vautrin a fait un choix. Et ce choix a laissé une trace que quelqu'un, aujourd'hui, cherche encore à effacer ou à faire parler. Alors, dites-moi, à sa place, avec la promesse qui brûle dans la poitrine et le village qui dort en bas, vous auriez appuyé? Ou vous auriez laissé la fenêtre se refermer dans le silence? Dans cette histoire, le danger n'était pas seulement d'être découvert. Le danger, c'était de faire le bon choix. Trop tard. Parce qu'Étienne a fini par appuyer. Pas comme dans les récits de Propre, où le héros frappe la clé morse et le destin s'aligne. Non. Je crois qu'il a appuyé comme on avale quelque chose d'amer, en se disant qu'on va le regretter, mais qu'on ne peut plus reculer. Il a envoyé un signal court, cassé, volontairement imparfait. Un message qui devait sauver des hommes sans condamner un village. Une ruse d'ingénieur, changer l'ordre, décaler l'heure, tronquer les mots, faire croire à une autre vallée. Et surtout, couper avant que la peur n'ait le temps de devenir une trace. 3 minutes, peut-être moins. Et puis, il a éteint, il a attendu. Dans la cabane enterrée, on n'entend pas la guerre. On entend l'eau dans le canal, le bois qui travaille, et son propre sang dans les oreilles. Il a dû rester immobile, la main encore au-dessus de la clé, comme si le moindre mouvement pouvait faire du bruit, jusqu'à la route. Est-ce que ça a marché? Pendant quelques jours, oui. C'est ça, le pire. Pendant quelques jours, la forêt a gardé le secret. Le maquis a reçu quelque chose. Une caisse, 2 caisses, larguées de trop loin, récupérées à la lampe couverte, traînées sur une charrette dont on avait enveloppé les roues de chiffon. Louis m'a dit qu'ils avaient même ri, une fois, en ouvrant une boîte de biscuits anglais au milieu de la boue, comme si le sucre pouvait effacer l'occupation. Et puis, la mécanique du monde a repris. Une rumeur au café. Un homme qui parle trop fort. Un autre qui écoute trop bien. Une bicyclette qui s'arrête devant la mairie plus longtemps que d'habitude. Et un soir, un camion allemand qui ne passe pas par la route habituelle. Vous savez ce qui m'a glacé quand j'ai recoupé les dates? Ce n'est pas la rafle en elle-même, c'est la précision. Comme si quelqu'un avait attendu le bon moment. Comme si la forêt, d'un coup, avait été mise au centre d'une carte. La première fois, ils n'ont pas trouvé la cabane. Étienne avait trop bien travaillé. La prise d'eau était un tas de pierres comme un autre. La ventilation ressemblait à un terrier. La trappe était sous une mousse si épaisse qu'on aurait juré qu'elle avait 100 ans. Les soldats ont juré, ont frappé du pied, ont fait aboyer un chien. Ils ont fouillé une ferme isolée, celle des Bousquets, au bord du plateau, et ils sont repartis avec un sac de pommes de terre et une colère. Mais ils sont revenus. Et là, ce n'était plus une patrouille qui passe. C'était une opération. Des hommes en manteau sombre, des gendarmes français avec des brassards, et, derrière, ceux qu'on appelait à voix basse les types de la milice. Comme si prononcer le mot pouvait les faire apparaître. Saint-Martin-des-Fossés a compris avant même de voir les camions. Les volets se sont fermés. Les chiens ont été rentrés. Les femmes ont caché le pain. Les hommes ont regardé leurs mains, parce qu'en 43, vos mains pouvaient vous trahir. Une trace de graisse, une coupure de fil, une odeur de poudre. Ils ont pris des otages. Pas beaucoup. Juste assez pour que tout le monde obéisse. Le maire, un instituteur, et le père Bousquet.
et ils ont posé la question la plus simple du monde, celle qui tue. Où était la radio? Ce n'est pas une scène que j'invente. J'ai vu, en 46, le registre de la gendarmerie d'un canton voisin. Une page arrachée, remplacée par une autre, plus propre. Mais l'encre, elle, avait bavé sur le papier d'en dessous. On devinait des mots, interrogatoire, suspect, mesure. Et au milieu, un nom de ferme. La ferme des Bousquets a brûlé 2 jours plus tard. Pas comme un accident. Pas comme une flamme qui prend. Comme une punition. Une grange d'abord. Puis la maison. Et cette odeur, ceux qui l'ont connue ne l'oublient pas. Le bois, la paille, et quelque chose de plus âcre, comme si la fumée avait avalé des années de vie. Étienne, lui, était dans sa cabane. Et c'est là que l'histoire cesse d'être une aventure d'ingénieur pour devenir une tragédie de silence, parce qu'il a compris ce que sa microcentrale était devenue. Une merveille, oui. Une ligne de vie, oui. Mais aussi un point fixe. Un endroit où, tôt ou tard, quelqu'un finirait par chercher. Et plus il la faisait fonctionner, plus il donnait au monde une chance de le trouver. Alors il a commencé à démonter. Pas tout. Pas la turbine, pas le canal. Il a laissé ce qui pouvait servir sans parler. La lumière, la charge des batteries, un peu de chaleur. Mais la radio, il l'a cassée comme on casse une arme. Il a retiré les lampes, il a séparé les bobines, il a dispersé les pièces dans des caches différentes. Il a même, je crois, enterré la clé morse à part, parce que c'est l'objet le plus accusateur. Un morceau de métal qui dit « j'ai parlé ». Et pourtant, malgré tout ça, la violence ne s'est pas arrêtée, parce que la violence, en 43, n'avait pas besoin de preuves. Elle avait besoin d'un récit. Et le récit, c'était « il y a un réseau ici ». Alors ils ont pris des hommes au hasard. Ils ont emmené Louis une nuit, l'ont gardé 2 jours, l'ont relâché sans un mot. Ils ont arrêté un gamin de 16 ans parce qu'il avait des chaussures trop neuves. Ils ont frappé un vieux parce qu'il avait regardé un camion passer. Et dans le carnet d'Étienne, il y a un détail qui m'a fait mal, physiquement. Une ligne, écrite plus tard, d'une écriture plus lourde, comme si la main avait vieilli en 1 semaine. Je croyais protégé, j'ai désigné. C'est ça, le prix du signal. Vous ne savez jamais ce que vous éclairez vraiment. Le 14 est arrivé quand même. La date de la promesse, celle qu'il avait écrite comme une prière. Le 14, à la première fenêtre, promis. Et là, j'ai longtemps cru qu'il avait renoncé. Qu'après la ferme brûlée, après les otages, après les cris étouffés derrière les volets, il n'aurait pas osé. Mais il a osé autrement. Il n'a pas transmis un message militaire. Il n'a pas demandé des armes. Il n'a pas donné de coordonnées. Il a envoyé une phrase minuscule, presque inutile pour la guerre, et pourtant essentielle pour un être humain. Une phrase qui disait simplement « Je tiens ». Je ne sais pas à qui c'était destiné, mais je sais que c'était destiné à quelqu'un qui comptait plus que sa propre survie. Et je sais aussi que cette phrase-là, il l'a payée, parce que, quelques semaines plus tard, les camions sont revenus une 3e fois. Et cette fois, ils avaient un homme du coin avec eux. Pas un Allemand, pas un officier, un Français, un visage qu'on croise au marché. Un type qui sait où sont les ravins, où l'eau fait du bruit, où un homme peut se cacher. C'est là que la légende du fou dans les bois prend une autre couleur. Ce n'était pas un fou. C'était un homme qu'on traquait avec la connaissance intime du pays. Et pourtant, ils n'ont toujours pas trouvé la cabane. Ils ont trouvé autre chose, une clairière, celle que nous avions marquée sur la carte en 46, avec ce symbole étrange, celle où nous avions vu des cendres tièdes. En 43, cette clairière a servi de piège. Étienne y avait laissé volontairement un faux indice, un bout de fil de cuivre, une boîte vide, un chiffon gras. De quoi attirer des yeux, de quoi détourner des pas. Il y jouer avec la curiosité des chasseurs. Mais un piège, ça marche dans les 2 sens. Ce jour-là, ils ont attrapé quelqu'un. Pas Étienne, une femme.
Je n'avais pas son nom au début. Juste une initiale dans le carnet, à côté d'un horaire. Monsieur Apporte-Pain. Et puis, à la mairie, en 46, une vieille secrétaire m'a montré un registre de tickets de rationnement. Elle a posé son doigt là, sur une ligne, et elle a dit « Elle, on ne l'a jamais s'est revue. » Madeleine. Madeleine qui connaissait les sentiers. Madeleine qui laissait une miche derrière un muret. Madeleine qui avait peut-être ri en ouvrant les biscuits, anglais. Madeleine qui a payé pour une machine qu'elle ne comprenait même pas. C'est là que j'ai cessé de chercher un héros. Parce qu'un héros, ça vous rassure, ça vous permet de dire « ça valait le coup ». Mais quand vous mettez un nom, un visage, une femme qui disparaît, vous ne pouvez plus vous cacher derrière la grandeur. Étienne a compris, lui aussi. Et c'est là qu'il a disparu pour de bon. Pas disparu, comme en 42, dans un fossé. Disparu comme un homme qui décide de ne plus être une cause. Il a cessé de venir au village. Il a cessé de demander du pain. Il a cessé de faire porter le risque aux autres. Il a vécu sur des pommes de terre volées, dans un champ, sur des châtaignes, sur des conserves oubliées, dans une cache du maquis. Il a réduit sa présence au minimum, comme si sa simple respiration pouvait attirer un camion. 1944 est arrivé avec ses rumeurs de débarquement, ses espoirs trop grands, ses imprudences. Dans les bourgs, on recommençait à parler un peu plus fort. On voyait des drapeaux tricolores cachés derrière des armoires. On entendait, la nuit, des coups de feu plus proches. Et Étienne, lui, n'est pas sorti. Pourquoi? Par peur d'être accusé? Par honte? Parce qu'il ne savait plus s'il avait sauvé ou condamné? Ou parce qu'après 2 ans à effacer ses traces, il ne savait plus redevenir un homme parmi les hommes? Quand nous avons trouvé l'installation en 46, je croyais que la fin serait simple, qu'on ouvrirait une cache, qu'on trouverait un nom, une date, un destin. Mais la fin, en réalité, était un choix, le nôtre. Parce que dans la clairière, là où les cendres étaient encore visibles, nous n'étions pas seuls. Il y avait un homme, un manteau trop propre pour la forêt, des chaussures qui n'avaient même pas la boue du plateau. Il s'est retourné quand il nous a entendus, et j'ai vu tout de suite ce qu'il était. Pas un ancien maquisard venu se recueillir, pas un pillard. Un homme qui cherchait quelque chose de précis. Il a dit qu'il travaillait pour la préfecture. Il a montré un papier en règle, tamponné, impeccable, et il a posé une question qui m'a donné envie de refermer la trappe à jamais. Vous avez trouvé des preuves? Des noms? Des preuves, des noms. Pas pour honorer, pour trancher, pour blanchir certains, salir d'autres, pour décider après la guerre qui avait été courageux et qui avait été lâche, comme si on pouvait juger un village qui a vécu avec un couteau sur la gorge. Louis a serré les poings. Le garde forestier a fait un pas en avant. Et moi, avec mon carnet de 46, j'ai compris pourquoi quelqu'un était revenu après la guerre. Pas pour retrouver Étienne, pour contrôler l'histoire. Alors nous sommes redescendus à la cabane. Et là, sous une planche que nous n'avions pas soulevée la première fois, parce qu'elle était numérotée comme les autres et qu'on n'avait pas osé casser l'ordre, nous avons trouvé une deuxième capsule. Une boîte étanche, enveloppée dans une toile cirée, avec une ficelle nouée 3 fois. À l'intérieur, il y avait quelques feuilles. Pas un journal complet. Pas une confession romanesque. Juste ce qu'un homme laisse quand il ne veut pas être un mythe. Il y avait une liste, des prénoms, certains barrés, d'autres entourés. Et à côté, des mots simples. M'a donné du lait, a menti pour moi, a détourné un regard, a payé. Et puis, au milieu, une phrase qui m'a fait lever les yeux vers la trappe, comme si la forêt allait de répondre. Je n'ai pas fui la prison pour devenir une prison pour les autres. Il expliquait, sans se justifier, qu'il avait voulu faire passer un message, qu'il avait voulu aider, qu'il avait cru pouvoir être plus malin que les camions d'écoute.
Il écrivait qu'il avait réussi, parfois, et qu'il avait échoué, aussi, qu'il portait les deux. Et à la fin, il y avait cette ligne, écrite plus doucement, presque comme une demande adressée à quelqu'un qu'il ne verrait jamais. Si quelqu'un trouve ceci, qu'il n'allume pas la lumière pour moi, qu'il l'allume pour ceux qui restent. Nous sommes remontés. L'homme au manteau propre attendait encore dans la clairière, comme un juge qui a déjà sa sentence. Il a demandé la boîte, il a demandé les feuilles, il a demandé les noms. Et là, je vais être honnête, je ne sais pas si nous avons fait ce qui est tout mais juste. Je sais seulement ce que nous avons fait. Nous avons dit que nous n'avions rien trouvé d'exploitable, que l'humidité avait mangé l'encre, que les rongeurs avaient fait leur travail, que la guerre avait laissé des ruines, pas des dossiers. Il nous a regardés longtemps, puis il a souri sans joie, comme quelqu'un qui comprend qu'il ne gagnera pas aujourd'hui. Et il est parti, en laissant derrière lui des traces de pas trop nettes, trop droites, qui n'avaient vraiment rien à faire dans cette forêt. Le soir même, je suis retourné seul à la cabane. J'ai posé ma main sur l'interrupteur. Celui qui, 3 ans plus tôt, avait fait trembler un homme au-dessus d'une clé morse. J'ai pensé à Madeleine, à la ferme des Bousquets, aux enfants dont les prénoms étaient dans le carnet, à Étienne quelque part, peut-être déjà mort, peut-être vivant sous un autre nom, peut-être dissous dans le pays comme une goutte d'eau dans un ruisseau. Et j'ai compris que la lumière, ici, n'était pas un miracle, c'était une responsabilité. Alors j'ai éteint, pas par oubli, pas par lâcheté, par choix, pour que ce lieu reste ce qu'il avait toujours été. Une cache, pas un monument. Une chance, pas une preuve. Et depuis, il me reste une question qui ne me lâche pas, même maintenant, même en vous parlant. Si Étienne a survécu à 44, est-ce qu'il a eu le courage de revenir parmi les hommes? Ou est-ce que c'est ce qu'il a préféré rester une ombre, parce qu'après avoir payé le prix du signal, il ne voulait plus jamais entendre son propre nom prononcé à voix haute?